Bonjour les troisièmes, cette vidéo est en deux parties. Une première partie, on va s'intéresser à la correction des exercices que vous avez dû faire. Et une deuxième partie où je vous explique quelques petites techniques de manière à pas être embêté par les maths quand vous faites de la physique et vraiment pouvoir se concentrer sur les phénomènes physiques qui sont en jeu. On commence donc par la correction des exercices. Thème, l'énergie et ses conversions, et donc chapitre 1. Alors le 9. Voilà, on ouvre le PDF et l'exercice 9, c'était calculer une énergie cinétique. Il est sous-entendu que vous connaissez la formule. Et la première question, c'est de convertir une vitesse en kilomètres par heure, la mettre en mètres par seconde. C'est pas pour vous embêter, c'est que on va regarder avec la correction. Il y a quelque chose à bien comprendre quand on fait de la physique, c'est que les unités sont importantes et notamment, je vais vous parler d'unités principales. Vous aurez une grandeur dans son unité principale que si le calcul qui amène à cette grandeur est fait avec les autres grandeurs dans leur unité principale aussi. Je vous les liste ici. La masse M, c'est en kilogrammes. C'est pas le gramme. Je crois que c'est parce que sinon on aurait des zéros qui sera mal, trois zéros en plus à chaque fois qu'ils se baladent en plus. Parce que souvent, dans ces exercices, la masse est de l'ordre du kilogramme plutôt que du gramme. Distance en mètres et durée en secondes. Donc, ceci implique que la vitesse, si vous voulez l'avoir dans son unité principale, eh ben, ça sera l'unité principale de distance divisée par l'unité principale de durée. Et de façon tout à fait logique, la vitesse en unité principale, c'est en mètres par seconde. Donc, connaissant cela, on comprend l'utilité de faire la conversion en kilomètres par heure, car si vous voulez avoir l'énergie cinétique en joules, il faut la vitesse en mètres par seconde. Dans ce sens-là, kilomètres par heure en mètres par seconde, c'est assez facile. Il faut penser à écrire ce trait, ce slash est en fait une division, donc 50 km en 1 heure, 50 000 mètres en 3600 secondes, et vous faites l'opération. Voilà. Alors, l'erreur à commettre par rapport à la précision, je vous en ai déjà parlé, c'est de rentrer 13,9 comme valeur de vitesse. Ce qu'il faut, alors moi, il y a deux solutions. Soit vous faites comme ça, c'est-à-dire vous rentrez vraiment le calcul sans le faire en une fois dans la calculatrice, 1 demi fois 150 fois, entre parenthèses, 50 000 divisé par 3600 au carré, et vous avez le résultat. Soit vous faites d'abord ce calcul et vous appuyez tout de suite sur la touche carré. Ce qui fait que sur votre calculatrice, il y a soit REP pour réponse qui s'affiche, soit ANS pour answer qui s'affiche. Voilà, et vous continuez le calcul. Mais il faut toujours faire le calcul avec 13 décimales, je crois que c'est la mémoire de votre calculatrice. Donc vous avez le résultat. Petite précision, vous voyez que j'ai converti ça en kilojoules. En fait, avoir 5 chiffres significatifs sur cette valeur d'énergie n'est pas satisfaisant parce qu'on n'a pas cette précision. Une règle générale, c'est que quand, je reprends l'énoncé, quand, vous voyez, on a une vitesse à 2 chiffres significatifs et une masse à 3 chiffres significatifs. Donc j'aurais même dû mettre que 15, 0, 1, 2, 3, 4, c'est en dessous, 5, c'est le premier qui est au-dessus. 15 kilojoules. Parce que deux chiffres significatifs, autant de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins, c'est-à-dire ici la masse qui était à deux chiffres significatifs. Voilà pour l'exercice 9. Pour l'exercice 10, c'est le même exercice où simplement il faut faire une comparaison. Donc l'exercice, forcément, ils ont pris un scooter avec une masse plus élevée qu'un vélo, mais une vitesse moins élevée que celle du vélo. Et on fait exactement pareil, battle, scooter versus cycliste. On fait les calculs, on compare celui qui a la plus grande masse pour l'énergie cinétique et la plus grande vitesse pour l'énergie cinétique. On arrive à ces résultats et finalement, donc c'est le cycliste qu'on a plus d'énergie cinétique.
D'une façon générale, multiplier par 2 la masse multiplie par 2 l'énergie cinétique, mais multiplier par 2 multiplie par 4 l'énergie cinétique. Voilà. Je vous mets ici la façon de procéder qui explique que un coup c'est par 2, un coup c'est par 4. Vous l'avez compris, la vitesse est au carré. Donc on double la vitesse et après, ce double est mis au carré. Voilà, le carré d'un double, ça fait 4 fois. Ceci, on retrouve 4 fois l'énergie cinétique et 2 fois l'énergie cinétique. Je vous laisse lire. Voilà, c'est fini pour ces deux premiers exercices et on va passer au suivant. Donc, je vous avais demandé de lire avant de le faire ce 21 avec une histoire de skater qui fait des jolies figures que tout le monde fait au petit-déj. Et vous deviez appliquer cette même façon de raisonner avec un wagon. C'est tout à fait pareil en fait. Alors, je vais ouvrir le fichier. On ferme ça, on ouvre celui qui est à côté. Donc, on a dans cet exercice un wagon qui peut changer d'altitude et on demande dans la première question la valeur de l'énergie cinétique quand le wagon a atteint son altitude maximale. Ce qu'il faut trouver, c'est est-ce qu'il a de la vitesse quand il atteint son altitude maximale ou est-ce qu'il est à l'arrêt. Un wagon de 150 kg arrive au sommet d'une côte. Quand il atteint son altitude maximale, son énergie potentielle est de 20 kJ. Avant de s'élancer dans la descente, le wagon s'arrête. Voilà, c'est ça qui est important. Peut-être, vous, faut le souligner dans votre sujet, quoi. Peut-être pas sur votre livre, mais bien l'imprimer. La vitesse est nulle quand il est tout en haut. Conclusion, si la vitesse est nulle, ici pour le calcul de l'énergie cinétique, c'est 0 au carré. Et quand vous avez un produit de facteurs, si l'un des facteurs est nul, le produit est nul. Donc 0 joule. Et vous voyez, c'est tout bête, hein, mais c'est le truc à pas louper. Le wagon s'arrête, donc sa vitesse est nulle. Voilà, ça nous a permis de débloquer pour répondre à la question, parce qu'il aurait pu avoir une énergie, une vitesse non nulle en passant en haut, quoi. Question 2, indiquer la valeur de l'énergie cinétique au bas de la descente. Là, l'information importante à noter, on néglige les frottements, c'est-à-dire qu'on a une énergie mécanique constante. D'ailleurs, si on néglige les frottements, j'aurais dû marquer l'énergie mécanique. C'est une erreur de ma part. L'énergie mécanique reste constante. Lors des conversions, l'énergie cinétique en énergie potentielle de pesanteur. Donc si tout ce qu'on avait au départ en énergie potentielle de pesanteur se transforme en énergie cinétique, eh ben, il y a un transfert. Voilà, tout se convertit de l'un en l'autre. Donc cet exercice est facile, mais il faut juste savoir lire un énoncé. Troisième chose, il vous demande de déterminer la vitesse maximale. Alors on arrive ici à des... Pardon. On arrive ici à des considérations un peu mathématiques. Comment, à partir de cette expression écrite en noir qui nous donne la valeur de l'énergie cinétique connaissant la valeur des deux autres grandeurs, comment avoir celle de la vitesse? C'est toujours pareil. Si vous avez des facteurs, il faut faire le facteur qui va annuler le 1 que vous voulez plus voir. J'espère que j'ai été clair. Donc ici, faire disparaître comme par magie ou comme par maths 1/2, c'est le multiplier par 2, ça fait 1. Vous faites pareil de l'autre côté pour conserver l'égalité, c'est très important. Ensuite, une masse qui vous embête au numérateur, elle est divisée au dénominateur des deux côtés. Et ensuite, un carré qui vous embête, vous faites la racine. Voilà, finalement, vous avez l'expression de la vitesse qu'on va écrire dans l'autre sens parce qu'après, il s'agit de la calculer. Et voyez, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme vous avez l'énergie cinétique qui doit être entrée en joules et la masse en kilogrammes, c'est-à-dire dans les unités principales, ça vous sortira la vitesse dans l'unité principale de vitesse, c'est-à-dire les mètres par seconde. C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer 20 kJ. Hein. Il faut rentrer 20 000 joules. Donc 2 fois 20 000 divisé par 150,
On prend la racine carrée de tout ça, ça fait 16,3, j'ai arrondi à 3 chiffres significatifs. Ensuite, pour le commun des mortels qui préfère avoir une vitesse en kilomètres par heure pour se rendre compte de ce que ça fait, il faut faire la conversion. Mais c'est pas comme dans les autres exercices. Là, c'est dans l'autre sens. Mètres par seconde en kilomètres par heure. Donc, mètres en kilomètres, ça fait, je décale de 3 virgules à gauche. Et une seconde, c'est 1/3600 d'heure. Voilà. Alors là, je vous renvoie à votre cours de maths, mais peut-être, soit vous avez deux solutions. Soit vous comprenez intuitivement pourquoi ce que je vais dire est vrai, soit vous l'appliquez et vous comprendrez plus tard. Mais diviser par un nombre, c'est égal à multiplier par son inverse. C'est tout à fait équivalent. Donc le nombre en question ici, c'est 1 sur 3600. On divise par 1 sur 3600. L'inverse de 1 sur 3600, c'est 3600. Donc plutôt que de diviser par ce nombre, on va multiplier par son inverse, 3600. Je multiplie par l'inverse. Voilà. Et donc ça fait 58,8 km par heure. Cet exercice est fini. Voilà, on passe à une deuxième partie où je vous donne quelques petits compléments pour être à l'aise avec les maths et pas être ennuyé comme je vous avais dit au début de la vidéo. Faisons donc un rappel sur les grandeurs reliées par des sommes ou des différences. Alors on va partir sur un exemple qu'on est en train d'étudier. L'énergie mécanique et la somme de l'énergie cinétique. Vous voyez la somme parce que je fais une addition et l'énergie potentielle de pesanteur. Cette formule est très bien lorsque vous voulez avoir accès à l'énergie mécanique et que vous connaissez la valeur de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Elle n'est pas sous sa bonne écriture quand, par exemple, vous voulez connaître l'énergie cinétique connaissant les deux autres. Il faut la transformer. Alors, peut-être vous avez une situation où vous voulez cette valeur. Il faudrait l'avoir tout seul du côté du signe égal. Et par rapport à celle-là, on a plus l'énergie potentielle de pesanteur qui nous gêne. Ce qu'il faut faire alors, c'est faire une opération mathématique qui enlève ça. Ceci étant un terme, eh bien, on va additionner le terme opposé. Et du coup, les deux font 0. Alors, le terme opposé à l'énergie potentielle à plus EPP, c'est moins EPP. Voilà, donc je mets à gauche du signe égal. Et pour que l'égalité soit conservée, je vais aussi le mettre à droite du signe égal. L'avantage, c'est que, c'était fait exprès, hein, tout ça est égal à 0. Et vous avez, alors je vais l'écrire dans l'autre sens. Allez, je vais faire 2 lignes. Vous avez l'expression qui vous intéresse. Moins EPP, que vous allez avoir tendance à marquer comme ça. Parce que l'étape d'après, ça, on a fini avec le calcul littéral. L'étape d'après, c'est de marquer encore en colonne 1 égal. Marquer les valeurs que vous connaissez. Je ne sais pas combien, je ne sais pas combien. Et puis, ici, vous avez le résultat qui sera en joules peut-être, en millijoules, kilojoules, je ne sais trop. Voilà. Et en faisant le même traitement à partir de ça, vous pouvez avoir celle où vous avez l'énergie potentielle de pesanteur. Alors là, il faut que je fasse moins ECC de deux côtés pour supprimer ça. Et ça fera donc énergie mécanique moins énergie cinétique. Voilà. Donc vous en apprenez une et vous retrouvez les deux autres. Sinon, vous pouvez faire avec des jauges dans votre tête une histoire de schéma mental. Mais ces histoires-là, je vous présente sur 2 autres exemples que vous connaissez. C'est la relation qu'il y a entre position et distance. Alors, position, je mets x.
c'est un terme emprunté aux maths, vous pouvez marquer P si vous voulez. Position finale est égale position initiale plus distance. Et là, en faisant le même traitement mathématique, vous pouvez, si vous voulez xi tout seul, il faudrait enlever la position initiale toute seule, il faudrait enlever, attendez, je vais marquer là, pxc pour position, et d c'est pour distance. Distance. Hop, voilà. Si vous voulez la position initiale toute seule, il faut enlever d, donc moins d des deux côtés, ce qui me donnera position initiale est égale position finale moins distance. Et pareil, si vous voulez la distance toute seule, il faut enlever xi des deux côtés. Ça fait quoi? Position initiale. Ça fait position finale moins position initiale. Voilà. On va faire comme ça pour séparer. Troisième exemple. Je suis sûr qu'il y en a qui me voient déjà venir avec mon instant final ou date finale. Date initiale plus durée. Alors là, T, c'est une date ou un instant. C'est pareil. Et delta T, une durée. Partant de là, vous pouvez, si vous voulez, la date initiale, il faudra enlever la durée des deux côtés. Donc ça fait date initiale date finale moins durée. Ou si vous voulez la durée, il faut enlever la date initiale des deux côtés. Ça fait la durée est égale date finale moins date initiale. Au passage, ceci explique que l'utilisation de la lettre grecque delta, qui est la première lettre de différence, vous voyez bien que la durée, c'est écrit comme une différence de date. Pour cela, je vous montre aussi, c'est une façon de procéder. Il y a une façon un peu plus physique de procéder. C'est de tracer une droite, dans ce cas-là, des positions. Et sur cette droite des positions, vous faites la relation qu'il y a entre la position initiale, la position finale et la distance parcourue entre les deux. Donc vous voyez cette expression-là. La position finale, si je veux celle-là, pour arriver là, c'est bien position initiale plus la distance. Si je veux ça, c'est je suis arrivé jusque-là, je retranche la distance parcourue pour revenir là. Et la distance, c'est bien la différence entre ces deux abscisses. Quoi, x est en abscisse, quoi, ces deux positions. X est, oui, c'est pour ça qu'on prend x, c'est que c'est aussi une abscisse, x c'est une abscisse sur une droite. Et vous avez exactement la même relation là. Une date initiale, une date finale. Et entre les deux, c'est cool. Un peu comme du sable dans un sablier, une durée. Et vous retrouvez les relations. Donc, pour résumer, pour toutes ces grandeurs reliées par des sommes ou des différences, il faut en connaître une seule et savoir retrouver les deux autres. Une relation de somme et de différence entre trois grandeurs. Là, pareil, vous en connaissez une, je ne vais pas toutes les encadrer. Vous en connaissez une, vous retrouvez les deux autres, pareil là. Je vous dis, moi, comment ça se passe dans ma tête. Après, vous pouvez fonctionner tout à fait différent dans les vôtres. J'ai tendance à se connaître et puis à comprendre intuitivement celle-là. La distance, c'est une différence de position. Et puis après, mentalement, des fois, je la trace ou mentalement, plutôt dans ma tête, je vois ce dont j'ai besoin, xf ou xi. Et puis, je fais ça dans ma tête mentalement. Ah oui, xi, c'est-à-dire qu'il faut que j'enlève la distance parcourue à la position finale pour retrouver la position initiale. Voilà, et puis celle-là aussi. En fait, je crois que beaucoup de physiciens retiennent cette expression de la durée, qui est beaucoup plus utilisée, les durées que les dates. Voilà, ça,
schéma mental dans ma tête pour revenir aux deux autres. Dernière chose, l'intérêt, vous voyez que quand vous avez une relation par des sommes ou des différences entre droit grandeur, il y en a toujours une qui est écrite sous forme de somme et les deux autres sous forme de différence. Une sous forme de somme, deux autres sous forme de différence. Somme, différence. Donc, si vous voulez utiliser cette méthode de calcul littéral, retenez celle écrite sous forme de somme, parce que vous accédez directement aux deux autres. Comme ça, et là c'est peut-être moins visible, mais comme ça, comme ça. Si vous retenez une sous forme de différence, pour aller à l'autre différence, il faut faire deux étapes. Voilà, j'espère que ce petit rappel vous a été utile. Et puis, je vous en ferai un autre qui s'appellera les grandeurs reliées par des relations de quotient ou de produit. Voilà. Allez, bon brevet à tous.